Conan Doyle, l'aventure de la pierre de Mazarin. Il était agréable au docteur Watson de se retrouver dans la chambre désordonnée du premier étage de Baker Street, qui avait été le point de départ de tant de remarquables aventures. Il promenait son regard autour de la pièce, sur les diagrammes scientifiques épinglés au mur, sur les établis encombrés de fioles de produits chimiques, carbonisés et rongés par l'acide, sur l'étui à violon appuyé à un angle de la pièce, sur le seau à charbon qui renfermait depuis toujours des pipes et du tabac. Enfin, ses yeux cernèrent la figure ronde et joviale de Billy, un jeune mais non moins sage et adroit majordome, qui avait quelque peu contribué depuis peu à atténuer l'abîme de solitude et d'isolement dans lequel se complaisait la figure saturnienne du grand détective. « Mais rien ne me semble avoir bien changé, Billy. Vous n'avez pas changé non plus, d'ailleurs. J'espère que nous pourrons en dire de même de lui. » Billy adressa un regard plein de sollicitude à la porte close de la chambre. « Il doit être encore couché et endormi, dit-il. » Il était 7 heures du soir d'un agréable jour d'été, mais le docteur Watson était suffisamment familier des habitudes irrégulières de son vieil ami pour ne pas s'étonner à cette idée. « Cela signifie une affaire, je suppose. »« Oui, monsieur, il en a été tout occupé jusqu'à maintenant. Je commence à craindre pour sa santé. Il pâlit et maigrit, il ne mange rien. »« Quand désirez-vous dîner, monsieur Holmes ?» lui a demandé mademoiselle Sasulson, et à 7h30 tapant après-demain, lui a-t-il dit répondu. Vous le connaissez, quand il s'acharne sur une affaire. Oui, Billy, je sais bien. Il est occupé à filer quelqu'un. Hier, il est sorti déguisé en ouvrier, s'en allant chercher du travail. Aujourd'hui, c'était en vieille dame. Je m'y suis presque laissé prendre, et pourtant je devrais commencer à le connaître. Et Billy désigna avec une grimace l'ombrelle verte posée en équilibre contre le sofa. Elle faisait partie de l'ensemble de la vieille dame, dit-il. Mais de quoi s'agit-il, Billy ? Billy baissa la voix comme s'il s'apprêtait à discuter d'un secret d'État. Je veux bien vous le révéler, monsieur, mais que cela reste strictement entre nous. Il s'agit de l'affaire du diamant de la couronne. Comment, ce vol à 100 000 livres sterling ? Oui, monsieur. Le joyau doit être récupéré. C'est pourquoi nous avons eu récemment le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur assis conjointement sur ce sofa. Monsieur Holmes s'est montré fort courtois envers eux. Il les a mis très vite à l'aise et leur a promis qu'il ferait tout son possible. Puis, alors, il y a eu Lord Cantlemere. Ah, oui, monsieur, vous savez ce que cela signifie. Il est un peu guindé, si je puis m'exprimer ainsi. Je pourrais m'accommoder du Premier ministre, et je n'ai rien contre le ministre de l'Intérieur, qui me semble un homme tout à fait courtois et obligeant. Mais je ne puis supporter ce lord. À l'instar de M. Holmes, d'ailleurs. Voyez-vous, il ne croit pas aux compétences de M. Holmes, et il était opposé à ce qu'il soit fait appel à lui. Oh, il jubilerait si celui-ci échouait. Et M. Holmes sait cela ? Oh, M. Holmes sait toujours ce qu'il y a à savoir. Bien, bon, espérons qu'il n'échouera pas et que les espoirs de Lord Cantlemere seront trompés. Mais je dois vous demander, Billy, pourquoi ce rideau tendu devant cette fenêtre ? Monsieur Holmes y a posé il y a 3 jours. Nous y avons là derrière une drôle de chose. Billy s'avança
et écarta la draperie qui dissimulait l'alcôve du bow window. Le docteur Watson ne put retenir un cri d'étonnement à la vue d'un fac-similé de son vieil ami, en robe de chambre, lisant un livre invisible, la figure tournée de 3/4 vers la fenêtre et orientée vers le bas, le corps enfoncé dans un fauteuil. Billy en détacha la tête et l'agita en l'air. Nous en modifions à intervalles réguliers la position afin qu'elle paraisse plus vivante. Je n'aurais pas osé la toucher si les stores n'étaient pas baissés. Et quand ils sont relevés, vous pouvez apercevoir le mannequin de M. Holmes lisant depuis l'autre côté de la rue. Nous avons déjà eu recours à quelque chose de semblable par le passé. Avant que je n'entre au service de M. Holmes, dit Billy. Et il releva le store et scruta la rue. On nous observe par là-bas. Quelqu'un est à la fenêtre à présent, voyez vous-même. Watson n'avait fait qu'un pas quand la porte de la chambre s'ouvrit et la silhouette longue et mince de Holmes parut, le visage pâle et les traits tirés, mais le pas aussi alerte qu'à l'accoutumée. D'un bond, il se trouva auprès de la fenêtre et en abaissa le store. « Cela suffit, Billy, dit-il. Vous étiez en danger de mort il y a à peine un instant, mon garçon, et je ne peux pas encore me passer de vous. Eh bien, Watson, il est bon de vous revoir dans vos quartiers. Vous tombez à pic. C'est bien ce qu'il me semble. Vous pouvez aller, Billy. Ce garçon me pose un véritable problème, Watson. Jusqu'à quel point suis-je autorisé à l'exposer au danger? Mais danger de quoi, Holmes? De mort subite. Je m'attends à quelque chose ce soir. Et à quoi exactement? À être assassiné, Watson. Allons, vous plaisantez, Holmes. Mon pitoyable sens de l'humour lui-même n'aurait pas été incapable d'élaborer une plaisanterie infiniment plus drôle que celle-là. Mais, en attendant ma mort prochaine, mettons-nous à l'aise. L'alcool nous est permis, n'est-ce pas? Le gazogène et les cigares sont à leur place accoutumée. Laissez-moi vous contempler une dernière fois à votre place dans votre fauteuil. Vous n'avez pas l'intention de dénier de ma pipe et la qualité lamentable de mon tabac. Il se substitue à ma nourriture ces jours-ci. Mais pourquoi ne pas vous nourrir? Parce que les facultés ont tendance à s'affiner lorsqu'on les affame. Alors, en tant que médecin, mon cher Watson, vous admettrez que le gain apporté par le ravitaillement au sang lors de la digestion est entièrement préjudiciable au cerveau. Mais je ne suis que cerveau, Watson. Le reste de ma personne n'est autre qu'appendice. C'est pourquoi dois-je considérer mon cerveau seul. Mais cette menace, Holmes... Ah oui, oh, si elle devait s'avérer, il serait peut-être aussi bien que vous graviez dans votre mémoire le nom et l'adresse de l'assassin. Vous les communiquerez à Scotland Yard avec l'expression de mes chaleureuses salutations et mon meilleur souvenir. Silvius est le nom, comte Negretto Silvius. Écrivez, Watson, écrivez noir sur blanc. 136 Moorside Gardens. N.W. Vous vous en rappellerez? Les traits de la franche figure de Watson se contractèrent sous l'impulsion de l'anxiété. Il ne savait que trop les dangers régulièrement encourus par Holmes et plaçait davantage cette révélation au-dessous de la vérité qu'au rang de l'exagération. Watson était cependant un homme d'action, et il le démontra par ses paroles.
Vous pouvez compter sur moi, Holmes. Je n'ai rien prévu de particulier d'ici un jour ou deux. Votre éthique ne prononce pas, Watson. Vous avez ajouté le mensonge à vos autres vices. Vous arborez tous les signes de l'homme médical occupé, avec des rendez-vous à toutes les heures. Pas aussi important que vous semblez le croire, mais ne pourriez-vous donc pas faire arrêter cet homme? Si, Watson, je le pourrais. Et c'est bien là ce qui me préoccupe. Mais pourquoi alors ne pas le faire arrêter? Parce que j'ignore où est le diamant. Ah oui, Billy m'en a parlé. Le joyau manquant de la couronne. Oui, l'imposante pierre jaune de Mazarin. J'ai jeté mon filet, j'y ai pris mes poissons, mais sans ramener la pierre. Quel intérêt alors de les prendre? Le monde serait certes meilleur si nous les mettions sous les verrous, mais ce n'est pas ce verre quoi je tends. C'est la pierre que je veux. Et ce comte Silvius est l'un de vos poissons? Oui, un beau, un requin. Il mord. L'autre est Sam Martin, boxeur de son état. Pas un mauvais bougre, Sam, mais le comte se sert de lui en réalité. Sam n'est pas un requin, c'est simplement un bon gros goujon niais à tête de taureau. Mais il flotte tout de même dans mes filets. Et où est le comte Silvius? Je l'ai suivi pas à pas durant toute la matinée. Vous m'avez déjà vu en vieille dame, Watson. Jamais je n'étais aussi convaincu que ce matin. Le comte Silvius m'a même ramassé mon ombrelle. Avec votre permission, madame, m'a-t-il dit. Moitié italien, vous savez, avec toute la grâce des manières du Sud d'un côté, mais de l'autre, la diablerie incarnée. La vie est pleine de fantaisie, Watson. Oui, mais celle-ci aurait pu tourner à la tragédie. Oui, peut-être. Je l'ai suivi jusqu'à la boutique du vieux Stormbensey dans Minories. Stormbensey est l'inventeur d'un pistolet à air comprimé. Un sérieux et joli travail, je crois. Et je serais prêt à parier que celui-ci se trouve de l'autre côté de cette fenêtre, à l'instant même où je vous parle. Avez-vous vu le mannequin? Oui, Billy, vous la montrez, bien sûr. Eh bien, il se pourrait qu'une balle traverse sa jolie petite tête à tout instant. Oui, Billy, qu'est-ce que c'est? Le majordome était réapparu dans la pièce apportant une carte de visite sur un plateau. Holmes la contempla les sourcils levés et l'air amusé. « Ah, notre homme lui-même! Je ne m'attendais guère à cela. Oh, voilà ce qui s'appelle prendre le taureau par les cornes, Watson. Cet homme ne manque pas d'aplomb. Peut-être avez-vous eu vent de sa réputation de tireur de gros gibier. Ce serait pour lui une excellente fin de carrière que de m'ajouter à son tableau de chasse. Cette carte est la preuve qu'il me tient déjà en joue. Mais envoyez chercher la police. Je le devrais probablement, mais pas encore. Voudriez-vous regarder attentivement derrière la fenêtre, Watson, et me dire si personne ne semble attendre dans la rue? Watson souleva prudemment un coin de rideau. Oui, il y a un individu d'apparence assez louche qui rôde près de la porte. Ah, ça doit être Sam Merton, le très fidèle mais non moins niais Sam. Et où est le gentleman, Billy? Il attend dans le salon, monsieur. Faites-le monter quand je sonnerai. Bien, monsieur. Introduisez-le quand bien même je ne me trouvais pas dans la pièce. Bien, monsieur. Watson attendit que la porte se soit refermée,
pour se tourner résolument vers son compagnon. « Voyons, Holmes, vous ne pouvez pas faire cela. Cet homme qui n'a rien à perdre ne reculera devant rien. Il vient peut-être tout bonnement vous assassiner. »« Je n'en serais pas surpris. J'insiste pour rester avec vous. »« Vous pourriez être gênant. »« Gênant pour lui. »« Non, mon cher, gênant pour moi. » Non, cela m'est égal, je ne peux raisonnablement pas vous quitter. Si, Watson, vous le pouvez. Et vous le ferez parce que vous ne vous êtes jamais refusé à vous prêter au jeu. Et je suis certain que vous vous y prêterez jusqu'au bout. Cet homme est venu de son propre gré, mais il se pourrait bien qu'il reste pour le bien. Holmes sortit son calepin et y griffonna quelques lignes. Prenez un fiacre jusqu'à Scotland Yard et remettez ceci à Youghal du département de la recherche criminelle. Revenez avec la police. L'arrestation de notre homme suivra. J'y participerai avec joie. Il se pourrait que j'aie juste le temps de retrouver la pierre avant votre retour. Il effleura la sonnette. Je crois que nous sortirons par la chambre. Cette seconde issue s'avère parfois excessivement utile. Je préférerais voir mon requin sans qu'il me voie. J'ai, comme vous pouvez vous en souvenir, une méthode bien à moi pour parvenir à ce résultat. Ce fut en effet une pièce entièrement vide que celle dans laquelle Billy introduisit le comte Silvius quelques instants plus tard. Le fameux chasseur, homme de monde et de sport, était grand, au teint basané, à la formidable moustache noire, surplombant une bouche cruelle aux lèvres minces, au nez long et aquilin. Il était habillé avec soin, mais sa cravate scintillante, son épingle étincelante et ses bagues rutilantes produisaient par trop d'effet. Lorsque la porte se referma sur lui, il regarda autour de lui avec un étonnement mêlé de défiance, comme suspicieux d'un piège à chaque détour de la pièce. Il tressaillit subitement à la vue des ombres impassibles du visage et du cou émergeant du fauteuil que projetait le mannequin habillé de Holmes derrière la fenêtre. Après quelques secondes d'un étonnement indécis, la lueur d'un espoir terrible enflamma ses yeux sombres et meurtriers. Il jeta un nouveau regard autour de la pièce dans le but de s'assurer qu'aucun témoin ne s'y trouvait, puis, sur la pointe des pieds, sa lourde canne à demi levée, il se dirigea lentement vers la silhouette immobile. Prenant son élan pour un ultime coup, il s'apprêtait à frapper, quand une voix, tout à la fois calme et sardonique, l'apostropha à travers la porte de la chambre restée ouverte. « Ne le cassez pas, comte, surtout, ne le cassez pas !» Le meurtrier chancela d'étonnement, la face convulsée. L'espace d'un instant, il éleva encore sa canne, dans l'espoir d'atteindre sa cible originelle, mais quelque chose dans le regard gris et fixe, et dans le sourire moqueur de Holmes, le contraignit à abaisser son bras. « C'est une bien belle petite chose, » dit Holmes en s'avançant vers le mannequin. « L'œuvre de Tavernier, le modeleur français. Il est aussi bon statue de cire que votre ami Straubenzel est en arme à air comprimé. » Arme à air comprimé, monsieur, et que voulez-vous dire? Posez votre chapeau et votre canne sur cette console. Merci.
Prenez un siège, je vous prie. Auriez-vous l'obligeance de vous départir de votre revolver également? Oh, comme vous voulez, si vous préférez vous asseoir dessus. Votre visite est des plus importunes, car je tenais absolument à m'entretenir quelques instants avec vous. Le comte émit un grondement et fronça ses lourds sourcils menaçants. Je souhaitais également échanger quelques mots avec vous, Holmes, et voilà la raison de ma visite. Je ne nierai pas que j'avais l'intention de vous porter l'estocade il y a à peine un instant. Holmes releva ses jambes et en posa les talons sur les bords de la table. « Il m'avait semblé déceler une idée de la sorte dans votre esprit, dit-il. Et en quel honneur cette délicate attention? Parce que vous vous êtes mis en tête de me barrer le chemin, parce que vous avez lancé vos chiens à mes trousses. Mes chiens? Oh, je vous assure que non. Mensonge! Je les ai fait suivre. Nous sommes deux à jouer ce jeu, Holmes. Bien peu importe, Concilius. Mais peut-être accepteriez-vous de recourir à un titre en préfixe de mon nom lorsque vous vous adressez à moi. Vous comprendrez certainement que le caractère ordinaire de mes activités me mettant aux prises avec la moitié des forbans de la ville, toute familiarité de votre part se révèle désobligeante. Très bien, Monsieur Holmes, donc. Magnifique! Mais je vous assure que vous vous méfiez quant à mes supposés agents. Le comte Silvius eut un air et un rire méprisant. Oh, d'autres sont tout aussi capables d'observation que vous. Hier, c'était un homme en apparence à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, une dame d'un certain âge. Ils m'ont gardé à vue tout le jour. Vraiment, monsieur, vous me flattez. Le vieux baron Dawson lui-même avait dit la nuit précédente, le jour où il fut pendu au sujet de mes affaires, que la loi y gagnait ce que la scène y avait perdu. Et voilà qu'à présent, vous couvrez mes petites improvisations de vos louanges. C'était vous? Vous-même? Holmes haussa les épaules. Oh, vous pouvez apercevoir dans l'angle l'ombrelle que vous m'avez gentiment ramassée dans Minories, avant que vous ne commenciez à vous douter de quelque chose. Ah, si j'avais su, vous n'auriez jamais revu cet humble foyer. Oh, j'en suis bien conscient. Nous avons tous des opportunités à déplorer, Comte Silvius. Lorsque cela s'est produit, cependant, vous ignoriez tout, et nous voici donc de nouveau réunis ici. Les sourcils du comte s'abaissèrent plus lourdement encore au-dessus de ses yeux menaçants. Vos dires ne font qu'aggraver votre cas. Il s'agissait ainsi pas de vos agents, mais bien de votre propre comédie, de votre ignoble farfouillage lui-même. Vous admettez que vous m'avez pisté, pourquoi? Calmez-vous, comte. Vous tuiez des lions en Afrique, n'est-ce pas? Eh bien, mais pourquoi? Pourquoi? Par distraction, par défi, pour le danger. Et sans nul doute pour libérer le pays d'un fléau. Exactement. Eh bien, des raisons similaires m'animent. Le comte bondit sur ses pieds et sa main se porta instinctivement à la poche arrière de son pantalon. Asseyez-vous, comte, rasseyez-vous. Il y a aussi une autre raison plus capitale. Le diamant jaune. Le comte Silvius eut un sourire machiavélique et reprit sa place dans son fauteuil. Vous en direz tant, dit-il,
Eh bien, vous savez que c'était la raison pour laquelle je vous filais. La véritable raison de votre présence ici ce soir est de découvrir si j'en sais ou non bien long au sujet de cette affaire et d'évaluer à quel point la suppression de ma personne est indiquée. Eh bien, je dirais que, de votre point de vue, elle est en effet tout indiquée, car je sais absolument tout de cette affaire, excepté la chose que vous allez me révéler à l'instant même. Oh, bien sûr, et quelle est, je vous prie, la chose en question? Le lieu où est caché le diamant. Le comte jeta un regard acide à son interlocuteur. « Ah, vous voulez connaître? Et comment l'homme diabolique que je suis se déciderait-il à vous révéler ceci? Vous le ferez. Certes, oui, mais sachez que vous ne pouvez pas me tromper, comte Silvius. » Les yeux de Holmes vrillèrent ceux du comte, se plissèrent, et son regard étincela en deux éclairs menaçants. « Vous êtes un livre ouvert, je puis dire au plus profond de vos pensées. Donc, bien sûr, vous voyez où le diamant est caché. » Holmes frappa les mains avec amusement et pointa sur le comte un doigt narquois. « Donc, vous le savez, vous l'admettez. » « Je n'admets rien du tout. » Maintenant, comte, si vous voulez bien vous montrer raisonnable, nous allons parler affaires. Dans le cas contraire, il vous arrivera malheur. Le comte Silvius leva les yeux au ciel. « Et c'est vous qui parlez de bluff, dit-il. » Holmes lui adressa un regard plein de complaisance, comme un maître d'échecs s'apprêtant à jouer sa reine. Puis il ouvrit un tiroir de son secrétaire et en tira un épais livre de notes. « Savez-vous ce que renferme ce livre? »« Non, monsieur, je n'en ai aucune idée. »« Vous? »« Moi? »« Oui, monsieur, vous. Vous figurez tout entier là-dedans, le moindre des faits et gestes de votre existence vile et risquée. »« Allez au diable, Holmes !» s'écria le comte en brillant sur Holmes ses yeux furibonds. « Ma patience a des limites. »« Tout est là-dedans, comte. Le moindre fait relatant la mort de Mrs. Harold, qui vous a désagréé le mène de Rimmer est si vite perdu au jeu. Mais vous délirez, ainsi que le récit de l'existence de Miss Minnie Warrender. Vous n'irez nulle part avec cela. Davantage encore, ici, comte. Voici le récit du vol, survenu dans le luxueux train Royal à Riviera en date du 13 février 1892. Voici le faux chèque tiré la même année sur le Crédit Lyonnais. Non, ici vous vous méprenez, ce qui signifie que je ne méprends pas sur le reste. Maintenant, comte, la balle est dans votre camp. Je n'ai plus que l'atout dans les mains. Abattez donc vos cartes, nous gagnerons du temps. Mais quel rapport cela a-t-il avec le joyau dont vous m'avez parlé? Doucement, comte. Modérez votre impatience. Laissez-moi parvenir à mon but, à mon train-train habituel. J'ai donc en main tous ces éléments contre vous, mais par-dessus tout, j'ai également de solides arguments contre vous et votre acolyte dans l'affaire du diamant de la couronne. Ah oui? J'ai le cocher qui vous a mené à Whitehall, ainsi que celui qui vous a accompagné. J'ai un commissionnaire qui vous a aperçu près du coffre. J'ai Hickey Sanders qui refuse de porter le chapeau pour vous. Hickey a parlé, la partie est finie.
De larges veines firent saillie sur le front du comte. Ses mains basanées et velues se contractèrent sous l'effet d'une émotion contenue. Il essaya d'articuler quelque chose, mais les mots se perdirent dans sa gorge. Voici donc le détail des cartes que j'ai en main. L'une d'elles me fait défaut. Il s'agit du roi de carreau, où le carreau figure le diamant. Vous n'aurez jamais cette carte. Non. Allons. Soyons raisonnables, comte. Considérez un instant la situation. Vous êtes sur le point d'en prendre pour 20 ans. Ce qui est également le cas de Sam Merton. Quel bien allez-vous tirer de votre diamant? Mais si vous le remettez, eh bien, nous pactiserons. Ni Sam ni vous ne vous intéressez. C'est la pierre que nous voulons. Abandonnez-la donc, et d'aussi loin que je puis m'en porter garant. La liberté vous sera acquise aussi longtemps que vous serez en user raisonnablement. Tout nouveau dérapage sera le dernier. Mais pour cette fois, l'objet de mon mandat est la pierre, non vous. Et si je refuse, eh bien, hélas, ce devra être vous. Billy apparut en réponse à un coup de sonnette. Il me semble, comte, qu'il vaudrait tout aussi bien que votre ami Sam assiste à cet entretien. Après tout, ses intérêts aussi sont en jeu. Vous trouverez Billy sur le pas de la porte, un imposant et laid gentleman. Priez-le de monter. Et s'il refuse, monsieur? Oh, n'employez pas la force, Billy. Ne vous montrez pas grossier avec lui. Si vous lui signifiez que le comte Silvius souhaite sa présence, il viendra. Qu'avez-vous l'intention de faire? Interrogea le comte dès que Billy eut disparu. Mon ami Watson se trouvait encore ici avec moi il y a quelques instants. Je lui ai dit que j'avais pris dans mes filets un requin et un goujon. Je vais donc commencer à tisser mes filets afin de les y accueillir tous les deux. Le comte avait bondi de sa chaise, sa main passée dans le dos. Holmes pointait sur lui un objet saillant à travers la poche de sa robe de chambre. Vous ne trouverez pas la mort dans votre lit, Holmes. J'ai toujours pensé, en effet, qu'il n'en serait pas ainsi. Cela a-t-il la moindre importance? Après tout, comte, votre mort également se produira plus vraisemblablement perpendiculairement qu'horizontalement. Mais ces paris sur l'avenir sont déprimants. Pourquoi ne pas nous livrer sans réserve aux délices de l'instant présent? Une lueur sauvage et soudaine alluma les yeux sombres et menaçants du comte. Le visage de Holmes s'allongea sous l'impulsion d'une tension et de l'action imminente. « Inutile de porter la main à votre revolver, mon cher, » dit Holmes d'un ton de voix tranquille. « Vous savez pertinemment que vous n'oserez pas vous en servir, même si je vous en donnais l'occasion. De fort malsains et bruyants engins que les revolvers, comte. Mieux valent les pistolets à air comprimé. Ah, je crois reconnaître la démarche légère de votre estimable collègue dans l'escalier. Bonjour, monsieur Merton. Plutôt assommant, les tours de garde dans la rue, n'est-ce pas? Le boxeur était un homme jeune, à la charpente imposante, à la figure lisse, à l'apparence aussi stupide qu'obstinée, et se tenait gauchement auprès de la porte, regardant autour de lui d'un air désorienté. L'attitude débonnaire de Holmes était pour lui une expérience nouvelle, et bien qu'elle lui semblât vaguement hostile, il ne savait comment la contrer.
Il s'en remit à son rusé compagnon. « De quoi s'agit-il, comte ? Qu'est nouveau ce gars-là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était grave et rauque. Le comte haussa les épaules et ce fut Holmes qui répondit. « Pour vous résumer la situation, monsieur Merton, je vous dirais que c'en est fait de vous. » Merton s'adressa à nouveau à son acolyte. « Est-ce qu'il essaye de se payer de notre tête? Parce que je suis pas d'humeur à plaisanter, moi. » « Je pense bien, dit Holmes. Je pense que je peux même vous assurer que vous aurez du moins envie de plaisanter au fur et à mesure que la soirée s'avancera. Maintenant, écoutez-moi, comte Silvius. Je suis un homme très occupé et qui ne peut tellement se permettre de perdre un temps trop précieux. Je vais passer dans la chambre à côté. Je vous prie de bien vouloir considérer cette maison comme la vôtre pendant le temps que durera mon absence. Vous pourrez ainsi vous entretenir librement avec votre associé sans être gêné par ma présence. Je m'en vais violonner la barcarolle des comtes d'Hoffmann. Je devrais être de retour dans 5 minutes pour entendre votre réponse. Vous avez bien compris de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Vous ou la pierre? Holmes disparut en emportant son violon. Quelques minutes absents, après les premières notes plaintives de la plus lancinante des mélodies, s'échappaient à travers la porte close de la chambre. De quoi s'agit-il alors? Demanda avec anxiété Merton en se tournant vers son compagnon. Est-ce qu'il sait à propos de la pierre? Oh, il en sait justement beaucoup trop long à son sujet. Je suis pas sûr qu'il ne soit pas d'ailleurs au courant de tout. Bon Dieu! Et la face jaunâtre du boxeur blêmit. Ike Sanders a mouchardé. Quoi, lui? Ah, je lui réserve une drôle de surprise s'il me tombe à nouveau sous la main. Cela ne me serait pas d'une grande utilité. Mieux vaut que nous réfléchissions à ce que nous avons de mieux à faire. Un moment, interrompit le boxeur en jetant un regard soupçonneux sur la porte de la chambre. Je parierais qu'il nous espionne. Je suppose qu'il ne peut pas nous entendre. Mais comment pourrait-il entendre quelque chose avec cette musique? C'est vrai, oh, c'est peut-être quelqu'un derrière un rideau. Il y a trop de rideaux dans cette pièce. Il aperçut en regardant autour de lui pour la première fois le mannequin dissimulé derrière la fenêtre et sans pouvoir articuler une parole désigna d'un doigt tremblant. « Oh non, c'est seulement un mannequin, dit le pauvre. »« Un mannequin? Oh, alors là, madame Tussaud n'a qu'à bien se tenir. C'est sa réplique parfaite jusqu'à la robe de chambre. Mais ces rideaux, comte. Mais oh, diable, les rideaux. Nous perdons notre temps, nous n'en disposons déjà que de trop peu. Il peut nous faire coffrer à cause de cette pierre. Oh, parbleu, pour sûr. Mais il nous laissera filer si nous lui révélons l'endroit où est le caillou. Quoi, abandonner, cracher sur 100 000 livres? C'est cela ou pire. Merton se gratta la tête. Il est seul là-dedans? Bien qu'à entrer. Une fois débarrassés de lui, nous n'aurons plus rien à craindre. Le comte secoua la tête. Ah, il est armé et apparaît à cette éventualité. Nous aurions du mal à sortir d'ici. De plus, il a certainement déjà mis la police au courant de toute l'affaire. Ah, qu'est-ce que c'était? Un son imprécis sembla provenir de la fenêtre. Les deux hommes tendirent l'oreille. Tout était tranquille, à l'exception de l'étrange réplique enfoncée dans son fauteuil. La pièce était parfaitement vide.
Un bruit dans la rue, dit Merton. Dites, chef, c'est vous le cerveau. Réfléchissez à comment nous tirer de là. Si vous pensez que cogner ne sert à rien, alors à vous de trouver quelque chose. J'en ai dupé le plus rusé, répondit le comte. La pierre se trouve ici avec moi, dans ma poche. Je ne pouvais pas prendre le risque de m'en séparer. D'ici ce soir, elle sera loin d'Angleterre, et avant dimanche, coupée en 4 à Amsterdam. Il n'est pas au courant pour 27 dards. Bon, je pensais que 27 dards repartait que la semaine prochaine. Mais il devait, mais maintenant il devra s'embarquer sur le prochain vapeur. L'un de nous deux doit courir lui porter la pierre à Lime Street. Mais rien n'est prêt encore. Eh bien, il faudra qu'il fasse avec. Il n'y a pas un instant à perdre. À nouveau, sous le coup du pressentiment d'un danger qui devient instinctif chez le chasseur, il s'arrêta et regarda par la fenêtre. Oui, l'origine de ce nouveau bruit était probablement la rue. Quant à Holmes, poursuivit-il, nous pourrons nous en défaire assez facilement. En effet, cet imbécile ne nous arrêtera pas s'il pense que nous lui procurons la pierre. Ben, nous le mettrons sur une fausse piste, et avant qu'il ne l'ait compris, le diamant sera en Hollande et nous hors du pays. Non, cela me semble un bon compromis, dit Sam dans un rictus. Vas-y, et dis aux Hollandais de se dépêcher. Quant à moi, je m'en vais voir cet idiot avec une confession de mon propre cru. Je vais lui dire que la pierre se trouve à Liverpool. Oh, mais satanée musique, elle commence à me porter sur les nerfs. Avant qu'il s'aperçoive qu'elle n'est pas là-bas, elle aura été taillée en 4 morceaux, et nous aurons déjà pris le large. Allez, reviens vite ensuite, immédiatement. Voilà la pierre. Mais comment avez-vous osé la garder sur vous? Où aurait-elle pu être en sécurité? Si nous avons pu la sortir de Whitehall, quelqu'un d'autre aurait certainement pu la sortir de chez moi. Attendez que je la regarde. Pour toute réponse, le comte Silvius gratifia son associé d'un regard peu amène et dédaigna la main tendue devant lui. Quoi, vous pensez que je vais me sauver avec? Mais dites, mon cher, vous commencez à me fatiguer avec vos manières. Bon, d'accord, Sam. Pas le temps de nous battre. Viens près de la fenêtre si tu veux la regarder convenablement. Oriente-la ici, dans la lumière. Merci bien. D'un bond, Holmes avait jailli du fauteuil placé devant la fenêtre et s'était emparé du précieux bijou. Il le tenait d'une main pendant que de l'autre, il pointait un revolver sur le comte. Les deux malfaiteurs chancelèrent d'étonnement. Avant qu'ils aient pu le reconnaître, Holmes avait pressé la sonnette. « Pas de violence, messieurs, pas de violence. Je vous en conjure. Prenez garde à mes meubles. Vous êtes pris au piège. La police attend en bas. » L'abasourdissement du comte l'emporta sur la colère et la peur. « Mais comment diable souffla-t-il ? Votre étonnement est bien naturel. Vous n'êtes pas censé savoir qu'une seconde porte donne également de ma chambre sur ce bow window. Je pensais que vous m'aviez entendu déplacer la tête du mannequin, mais la chance était avec moi. J'ai donc pu entendre toute votre conversation, laquelle vous aurait été difficile en ma présence. Le comte eut un geste résigné. « Ah, vous êtes le meilleur, Holmes, peut-être même êtes-vous le diable en personne. »« Peu s'en faut, en effet, » répondit Holmes avec un sourire poli. L'esprit lent de Sam Merton
commençait seulement à appréhender la situation. Ce ne fut que lorsque des pas précipités se firent entendre dans l'escalier qu'il articula enfin « Un finaud, dit-il. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Comment se fait-il que ce violon continue à jouer ?» En effet, dit Holmes, vous avez parfaitement raison. Mais laissons donc jouer. Ces gramophones modernes sont une invention remarquable en réalité. La police se rua dans la chambre, les menottes se refermèrent autour des poignets des deux criminels qui furent conduits au fiacre qui les attendait au bas. Watson se tenait auprès de Holmes et le félicitait de cette nouvelle victoire. Leur conversation fut interrompue par l'impassible Billy, apportant une nouvelle fois un plateau chargé d'une carte. Lord Cantlemere, monsieur. Faites-le monter, Billy. Voici l'éminent dignitaire chargé de représenter les intérêts les plus haut placés, dit Holmes. Une âme excellente et loyale, mais aux mœurs légèrement dépassées. Parviendrons-nous à le détendre? Pourrons-nous envisager une infime décontraction? Il ignore bien sûr tout ce qui vient de se passer. La porte s'ouvrit pour livrer passage à un homme maigre et d'apparence austère, au visage angulé, aux victoriennes moustaches tombantes, d'une noirceur d'encre, qui contrastait nettement avec les épaules rentrées et la démarche malaisée de l'homme. Holmes s'avança d'un air affable et serra une main molle. « Comment allez-vous, Lord Cantlemere? Le temps est plutôt frais pour la saison. Il fait meilleur à l'intérieur. Puis-je vous débarrasser de votre manteau? » « Non, merci, non, je vais le garder. » Holmes posa une main insistante sur une manche du manteau. « Je vous en prie, permettez. Mon ami le docteur Watson peut vous assurer que ces changements de température sont extrêmement traîtres. » Lord Cantlemere libéra son bras avec quelque impatience. « Non, je vous assure que je suis parfaitement à l'aise, monsieur. Je ne reste pas. Je suis simplement monté savoir des nouvelles de notre affaire. » « Elle est délicate, très délicate. » « Oui, je craignais que vous ne la trouviez ainsi. » L'ironie du ton se percevait nettement à travers les paroles du vieux courtisan. « Tout homme a ses limites, monsieur Holmes, mais voyez le bon côté des choses. Ceci nous provient de la faiblesse qui est l'autosatisfaction. » « Certes, monsieur, cette affaire me laisse dans la plus grande perplexité. »« Oh, sans doute. »« En particulier sur un point, sur lequel vous pourrez peut-être m'éclairer. » Votre demande me paraît quelque peu intempestive. J'ose croire que vos méthodes se suffisent à elles seules, mais bien, je suis disposé à vous aider. Voyez-vous là, Cantlemere, nous pourrons sans doute former une plainte contre les auteurs actuels du fait. Oui, mais quand vous les aurez rattrapés. Bien sûr, mais la question est, quel sort réserver aux receleurs? Cette question n'est-elle pas prématurée? Autant s'en préoccuper dès à présent. Quelle preuve considéreriez-vous comme indiscutable contre le receleur? La possession de la pierre trouvée sur lui. Vous l'arrêteriez pour ce motif? Bien évidemment. Holmes riait, certes rarement, mais cette fois il s'en approcha du plus près que son vieil ami Watson put se le rappeler. Dans ce cas, mon cher monsieur, je me vois dans la très pénible nécessité de procéder à votre arrestation. Lord Cantlemere devint soudain furieux.
D'anciennes flammes réchauffèrent son teint cireux. « Ah, vous dépassez les bornes, monsieur Holmes. En 50 ans de fonctions officielles, je ne puis me rappeler pareil affront. Je suis un homme ferré, occupé de causes importantes, et je n'ai ni le temps ni le goût de ces plaisanteries stupides. Je dois vous avouer franchement, monsieur, que je n'ai jamais cru en vos capacités, et j'ai toujours pensé que l'enquête piétinerait et souffrirait davantage dans vos mains que dans celles des forces de police régulières. Votre conduite confirme mon impression. J'ai l'honneur, monsieur, de vous saluer. » Holmes s'était lestement interposé entre le dignitaire et la porte. « Un instant, monsieur, dit-il. Franchir cette porte avec le pièce de Mazarin constituerait un délit plus grave que celui de s'être trouvé momentanément en sa possession. Monsieur, ceci est intolérable. Laissez-moi passer. » Placez votre main dans la poche droite de votre manteau. Que voulez-vous dire, monsieur? Allez, allez, faites simplement ce que je vous dis. Un instant plus tard, le dignitaire ébahi restait pantois, battant des paupières et balbutiant, l'imposante pierre jaune gisant au creux de sa paume tremblante. « Comment est-ce possible, monsieur Holmes? » « Mais c'est stupéfiant, Lord Cantlemer, absolument stupéfiant, » cria Holmes. « Mon vieil ami ici présent vous confirmera mon goût inaltérable pour la plaisanterie et vous assurera que je résiste difficilement à engendrer une situation dramatique. J'ai pris la liberté, la très grande liberté, je l'admets, de placer la pierre au fond de votre poche lors du tout début de notre entretien. » Le regard du vieux dignitaire allait de la pierre au visage souriant de Holmes. « Monsieur, oh, vous m'avez confondu. Mais oui, c'est bien la pierre de Mazarin. Nous vous sommes très hautement redevables, monsieur Holmes. Votre sens de l'humour peut, comme vous avez eu l'obligeance d'en convenir, se révéler parfois quelque peu déplacé, et ces manifestations intervenir mal à propos, mais je m'empresse cependant de retirer la moindre des paroles désobligeantes que j'ai pu prononcer quant à vos surprenantes habiletés. Mais comment? Bon, cette affaire est sur le point d'être classée. Les détails peuvent attendre. Nul doute, Lord Cantlemer, que le plaisir de vous entendre sur la narration de cette affaire devant un public exalté vous sera une compensation de ma mauvaise farce. Billy, voulez-vous accompagner Lord Cantlemer, voulez-vous? Et informer Mrs. Simpson qu'elle me verrait comblée si elle avait l'obligeance de nous faire monter aussi rapidement que possible à dîner pour deux.